Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'Alexandre, un écrivain voyageur. Après un tour du monde à bicyclette avec Sylvain Tesson et une traversée de l'Afrique à pied, Alexandre s'est lancé dans une aventure incroyable, faire le tour de Madagascar avec sa famille. Pendant 4 ans, il a donc traversé l'île avec sa femme, ses enfants, leurs charrettes et leurs zébus. Cet épisode est une invitation à oser l'impossible. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Alexandre. Bonjour. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Eh bien, mafinarcha, comme on dit en malgache, très bien. Et je pourrais vous dire salamatsar ou invauvau, comment ça va? Invauvau, c'est quoi de neuf? Genre quoi de neuf, docteur? Et il faut répondre tsimis. Tsimis, rien de neuf. Voilà, c'est comme ça que les malgaches se saluent. Super, parce qu'effectivement aujourd'hui on va parler de Madagascar. Et est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais et ce qui te passionne dans la vie ? Alors moi, je suis écrivain voyageur, documentariste. Je fais des films documentaires autour du monde. J'ai commencé cette vie, cette vocation, avec un tour du monde à bicyclette effectué avec Sylvain Tesson, et écrivain voyageur de renom. C'est notre premier livre à tous les deux. C'est notre première aventure. On avait 20 ans, 23 ans. Moi, j'étais jeune diplômé de Sciences Po, lui, jeune diplômé de maîtrise de géographie. Et on est allé à la découverte du monde avec nos économies en poche et une bicyclette. Donc, on a claqué la porte de chez soi, on a pris notre vélo et direction le sud. Et voilà, ça nous a menés dans 35 pays. On a fait 25 000 kilomètres et pile un an, puisque Sonia, qui était mon amoureuse, ma promise déjà à l'époque, m'avait dit, puisque je l'ai rencontrée juste avant de partir, bah, cette aventure, ce projet précède notre rencontre, donc va, vis, deviens et reviens, mais je te laisse un an, pas un jour de plus. Après si, bah, tu es libre, mais je t'attendrai un an et je te serai fidèle un an. Voilà, et on était là le jour J. Je suis parti un 9 octobre, arrivé un 10 octobre, ou l'inverse, je sais plus, après ce tour du monde à vélo. Ensuite, avec Sylvain, on est reparti dans un cycle d'études, un DEA de géopolitique me concernant et non, de géopolitique pour lui, enfin, géographie et géopolitique, oui. Et puis on est repartis tous les deux dans l'Himalaya, traverser tout l'Himalaya à pied, du Bhoutan jusqu'au Tadjikistan. Donc là, 9 pays, traversés plus ou moins clandestinement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les visas, on n'avait pas les tampons, on avait un passeport, mais on passait dans la montagne, donc pas par des checkposts. Donc parfois on se faisait rétro-valider, et parfois non. Donc on a traversé tout le Tibet clandestinement, et ça c'était une espèce de marche folle, 5000 kilomètres dans tous ces pays, avec 7 kilos sur le dos. Et de là est venu notre modus operandi de légèreté. On est revenu de ça, on a fait un film avec Sylvain, un film qui s'appelle Ils ont marché dans le ciel. Notre livre s'appelle La marche dans le ciel. Le premier livre, Le Tour du monde à vélo, s'appelle On a roulé sur la terre. Et ce sont nos deux premiers livres. Et après, moi, je me suis marié. Sylvain est parti vers l'Europe, les Russes et l'Asie centrale. Et moi, je suis parti avec Sonia vers l'Afrique. Voilà. On a traversé l'intégralité du continent africain, du sud vers le nord, du Cap de Bonne-Espérance, jusqu'au mont des Béatitudes en Israël, qui n'est plus tout à fait l'Afrique, mais qui est la fin du rift africain qu'on a suivi comme étant le berceau de l'humanité, puisque le fil rouge de notre histoire, c'était de rencontrer des paléoanthropologues sur ces sites de fouilles qui sont tous alignés le long du rift en Afrique de l'Est. Le rift étant cette grande fracture de l'écorce terrestre. Et on leur a tous posé à tous cette question, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est pas humain? Qu'est-ce que c'est être un homme? Et donc, c'était des questions sur lesquelles on voulait réfléchir en ce début de troisième millénaire. On est parti le 1er janvier 2001, qui était le premier jour du troisième millénaire, et on a marché pendant 3 ans et 3 mois. On m'a dit a posteriori qu'il manquait que 3 jours pour que ce soit une retraite bouddhique parfaite. Apparemment, la retraite des lamas, c'est 3 ans, 3 jours, 3 mois. 3 jours, 3 ans, 3 mois, 3 jours, et nous, on s'est arrêté à 3 jours avant. Zut alors, il va falloir Zut alors, recommencer. pour repartir dans l'autre sens. Donc voilà, traversée de l'Afrique à pied, 14 000 bornes, 12 pays, euh, des rencontres insensées, là, une immense diversité. Dans chaque pays, et parfois, en Tanzanie, il y a 157 ethnies. Donc, donc une extraordinaire diversité et puis une forme d'unité aussi dans l'hospitalité, la joie, la générosité, la gentillesse. On n'est pas revenu ni dépouillé, ni dévoré, ni...
On a eu le palu quand même. Et puis après, avec Sonia, on a eu deux enfants et on est reparti à Madagascar, et c'est l'histoire qui nous intéresse, avec nos deux enfants, faire le tour de l'île, 5 000 kilomètres en 4 ans. Et plus ça va, plus les voyages sont longs et lents, avec une charrette tirée par des zébus. Voilà pourquoi, parce que c'est un moyen de transport traditionnel que les paysans ont dans les campagnes. Et comme on voulait s'inculturer, faire de l'observation participante, on a essayé de leur ressembler un petit peu en adoptant cette charrette. Donc on était des drôles de Vasa, c'est comme ça qu'on appelle les Blancs à Madagascar, qui prenions le temps au pays du Muramour. Muramour, c'est le doucement doucement. En Tanzanie, on dit pole pole. Et surtout quand on veut faire le Kilimandjaro, il ne faut pas aller trop vite, sinon on a mal à la tête. Eh bien, à Madagascar, c'est pareil. Il faut être moura moura, parce que si on va trop vite, ça heurte la sensibilité des anciens, des esprits, d'esprit des morts et de l'esprit du lieu. Voilà. Donc, c'est pas un pays pour les gens pressés. Super. Et ta passion dans tout ça, qu'est-ce qui te passionne vraiment? Alors moi, pourquoi je voyage et pourquoi je le fais comme ça? C'est parce que je suis curieux. Je suis curieux, je veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon et je veux essayer de comprendre le fonctionnement et les dysfonctionnements du monde. Pourquoi, par exemple, Madagascar, en l'occurrence, est devenu si pauvre si vite et que c'est une espèce de descente comme ça que les sociologues, les anthropologues, les économistes observent. Et donc, on a essayé de documenter, d'essayer de comprendre cette question-là, mais c'est une parmi 1000 questions. À Madagascar, on a fait une série documentaire de 16 épisodes d'une heure, 16 fois une heure. Donc, c'est un travail, je ne voudrais pas dire sans précédent, mais personne n'a jamais fait ça avant. Donc, en effet, euh, une équipe de télévision, c'est par définition un peu pressé parce que ça coûte cher. Et là, nous étions donc non rémunérés, évidemment et donc libre. Ça aussi, c'est très important comme corollaire, la liberté. Donc curiosité, liberté et oui, l'esprit d'indépendance. Sciences Po, j'ai quitté Sciences Po en fait et j'y suis jamais retourné. Mais en même temps, j'utilise des outils d'analyse que j'ai appris à Sciences Po. Quand même, c'est voilà, et l'étude du monde. Je suis journaliste au long cours en fait. Et mes supports sont des livres et mon article fait 600 pages. Et comme il y a 2 tomes, ça fait 1800 pages. Et comme il y aura 3 tomes, je suis à l'écriture du tome 3 de Madatrek, et ben ça fera 1800 pages. Imaginez le nombre de millions de signes. Et en conférence de rédaction, qui me dirait, non, non, tu dois résumer ça en 2000 signes, s'il te plaît. Mais c'est pour ça que même là, sur 1 heure d'épisode, j'ai tellement de questions, il y a tellement de choses à dire, ça va être compliqué de rester dans cette limite, mais on va faire au mieux. Et j'aime bien parce que ce que tu mentionnais, ça m'avait marqué dans une de tes interviews où tu disais effectivement une des questions, c'était pourquoi Madagascar, qui est si riche en fait comme pays, en diversité, par rapport à sa culture, ses paysages, sa faune, sa flore, pourquoi ce pays est au final si pauvre? Donc effectivement, on en reparlera un petit peu après sur votre engagement dans ce voyage. Et là, peut-être pour revenir à la construction du projet, pourquoi vous avez choisi Madagascar? La question que tout le monde doit vous poser. Alors là, on voulait une unité de lieu et de temps, contrairement à l'Afrique où on avait finalement laissé que des bons souvenirs derrière nous, mais ça avait été une vaste geste très, très furtive, très légère. On faisait 30, 40 kilomètres par jour, c'était un truc de dingue. Donc on ne restait jamais. Là, avec l'unité de lieu et de temps et la charrette, il y avait la lenteur, et de cette lenteur, on espérait tirer une forme de profondeur, avoir des vraies relations et aller en profondeur au fond des choses et tourner tous ces sujets, nous contraignait à nous arrêter et à documenter ce que l'on voulait documenter. Donc il fallait faire des recherches, des études, poser des questions, interviewer, avant d'appuyer sur le bouton play. Donc voilà, voilà pourquoi Madagascar, l'immense diversité. Il y a 18 ethnies. On dit que les Vasa ou les Anatan, qui sont les Blancs nés sur place et qui ont un statut un peu particulier, on dit que c'est la 19e ethnie. C'est donc une grande diversité et une unité de langue. Ils ont tous, et puis il y a une espèce de fierté nationale et une solidarité nationale qui s'appelle le Fiavanan, une fraternité nationale euh, qui les unit malgré leur diversité. Alors leur histoire a été jalonnée de guerres, de rivalités intertribales, hein, c'est sûr. Et l'époque coloniale a été une sorte de forceps militaire pour contraindre tout le monde à s'entendre.
Certains disent qu'au contraire, la colonie a levé certaines ethnies contre d'autres pour dominer. Enfin, ça, c'est un débat c'est un vaste débat qui n'est pas résolu. Toujours est-il que depuis, il y a moins de crises interethniques. Enfin, c'est comme en France, les Bretons ne se foutent plus sur la gueule avec les Normands, enfin j'espère. Et, et tout ça appartient au passé. Et donc Madagascar était un pays qui a été quand même un peu désenclavé par les routes, la colonie, le train et tout ça. Et aujourd'hui, comme ces infrastructures sont très très dégradées, les régions isolées, les régions périphériques, se retrouvent enclavés et isolés du pouvoir central avec moins de ressources, moins d'aide, moins de... Voilà, l'État-providence n'existe pas et il y a une forme de désadministration de ces régions périphériques, celles par lesquelles nous sommes passés. Donc à Madagascar, quand on n'est pas loin d'une route, les gens vivent plutôt bien, hein, on ne meurt pas de faim, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a quand même un peu d'infrastructure, même si ça ne marche pas parfaitement bien. Mais dès qu'on va un peu dans le pays réel, le pays profond, un peu loin des routes, là, c'est autre chose. Là, on est dans un pays où les gens ne peuvent compter que sur eux-mêmes et c'est avec cela qu'on a vécu essentiellement. Donc notre vision est un peu biaisée parce qu'on a vécu avec les plus pauvres et les gens, entre guillemets, abandonnés. Mais ça ne nous empêche pas de savoir qu'ailleurs, ça se passe mieux. Il y a mille et une façons de vivre à Madagascar, bah, comme en France, il y a des gens très pauvres, des gens très riches. Et voilà, nous, on a vécu plutôt avec les pauvres et avec les paysans, avec les pêcheurs, avec les ethnies périphériques. Voilà, pas l'ethnie dominante qui est Tatana et qui est l'ethnie Merne, qui a le pouvoir et qui a des places dans l'administration et dans les industries, qui est très éduquée, qui a des diplômes comme vous et moi et qui a un très bon niveau en français, alors que les autres, dans le tissu réel, ne parlent plus du tout français. Donc voilà, il y avait aussi cette dimension-là, la francophonie. On voulait que nos enfants ne soient pas culturellement complètement isolés. Si on avait été en Chine, on aurait passé notre temps à dire aux enfants, chut, silence, j'essaie de comprendre le monsieur, je comprends rien de ce qu'il me dit. Voilà, le fait d'être dans un bain un peu francophone quand même, avec des signes et des signaux faibles de la francophonie, c'était un plus. Et puis, il y avait cette diversité faunistique et floristique, ce qu'on appelle l'endémisme, qui est exceptionnel à Madagascar, où toutes les bestioles sur lesquelles on tombe, elles sont uniques et elles sont que là, en plus, que dans cette forêt, dans la forêt d'à côté, elles sont différentes. Donc, il y a un taux d'endémisme et d'endémicité exceptionnel à Madaï. On voulait le documenter, pas avant qu'il ne disparaisse, mais comme il est quand même en péril, on voulait le voir quoi, et partager ce bonheur, ces 269 espèces de caméléons, les 80 espèces de lémuriens, des serpents en veux-tu, en voilà, aucun de venimeux. Euh, voilà, et pour les plantes et pour les cactus, plutôt pour les palmiers, il y a aussi une des plus grandes diversités de palmiers au monde. Voilà, ça nous intéressait de voir ces parcs et de voir ces animaux et de les montrer à nos enfants. Super. Et peut-être pour resituer pour l'audience, même si maintenant ça doit te paraître normal, mais pour resituer, donc Madagascar, c'est une île située dans l'océan Indien, au large de la côte sud-est de l'Afrique, et il y a 160 millions d'années, en fait, ça s'est séparé du Mozambique. Et pour les langues parlées, effectivement, tu le disais, il y a le français qui fait partie des langues officielles, mais le malgache aussi. Et tu racontes dans ton livre et même dans les vidéos et votre film documentaire que ça a nécessité quand même de la préparation, ce projet, c'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé à Madagascar et hop, parti direct en charrette, parce qu'il a fallu construire cette charrette, vous acclimater, faire en sorte aussi de voir si les enfants, ça allait aller, la marche en fait, comment ils s'acclimataient eux aussi, parce que pour rappel, donc à l'époque, ils avaient 9 et 6 ans, parce que vous êtes parti en 2014, c'est bien ça? Oui, Donc voilà, une petite temps d'adaptation et surtout aussi, parce qu'on parlait de cette langue, tu as appris le malgache au fur et à mesure et tu avais déjà des connaissances avant. Tu en parles d'ailleurs au début de ton livre. C'est une langue extrêmement intéressante d'un point de vue linguistique. Et là, voilà, on a commencé l'épisode, tu avais quelques mots et on sent que c'est une langue qui est importante pour toi. c'est une très belle langue, elle est très poétique et notre première difficulté, c'est qu'elle ne se prononce pas comme elle s'écrit en français. Elle s'écrit en anglais en fait. Elle a été écrite par des missionnaires anglophones. Donc c'est une phonétique anglaise. Et dès lors qu'on a cette clé-là, on la comprend, on apprend à la lire
Et elle est beaucoup moins compliquée qu'on l'imagine avec ces noms à rallonge. Au contraire, c'est une analyse des mots. Donc, il suffit de les agglutiner un peu, comme font les Anglais, et on lit beaucoup plus vite. Et chaque mot il y a une sémiologie incroyable. Chaque mot a plusieurs sens. Et donc, c'est idéal pour la poésie. C'est idéal aussi pour les ambiguïtés et les contresens et les innuendos, comme on dit en anglais. Euh, et il faut faire attention, effectivement. Et puis, il y a plein de degrés de langue. Donc, ils ont une poésie extraordinaire qui s'appelle les Heinten, qui ressemble, c'est des quatrains qui ressemblent au haïku. Alors qu'il n'y a aucune relation hein, entre le Japon et Madagascar, hormis aujourd'hui des relations économiques. Mais le peuple malgache vient d'Asie quand même. Pas du Japon du tout, mais de Malaisie, Indonésie, à l'origine, au XIIIe siècle. Et il y a énormément de choses dans la langue, dans la génétique, ça a été démontré, mais aussi les rituels funéraires, dans les maisons traditionnelles, dans les instruments de musique qui viennent de là-bas. Ils ont notamment un instrument de musique qui s'appelle la valia, c'est un tube de bambou avec des cordes autour, comme une cithare autour d'un bambou. Et ça vient, ils ont les mêmes en Malaisie, et ça vient de là-bas. C'est un peuple de marins qui est arrivé à Madagascar poussé par la mousson et qui a brûlé ses vaisseaux, en fait, qui a perdu la capacité de reprendre la mer. C'est étonnant, c'est arrivé comme ça dans l'histoire de l'humanité à plusieurs peuples. Madagascar en est un exemple. Ils ont apporté la civilisation du riz et certaines essences qui n'existaient qu'en Asie et pas du tout dans l'univers africain. En ce sens, Madagascar, c'est beaucoup plus l'Asie que l'Afrique. C'est grand comme la France et le Benelux réunis. Donc, du nord au sud, c'est un pays plus étroit et donc un peu plus long. Ça va de Amsterdam à Valence. Vous voyez, c'est quand même grand. Hein. C'est pas une île, c'est une île-continent. Et comme il y a très peu d'itinéraires, de routes balisées, c'est comme il faut imaginer l'Europe au XVIe siècle avec beaucoup moins de routes. Les distances étaient infiniment plus grandes. Donc l'espace-temps n'est pas du tout le même à Madagascar. Vous allez faire, par exemple, le train de Manakar, il va faire 126 km en 16 heures, par exemple, en descente, parce qu'en montée, c'est 3 jours. Voilà. Et donc le temps et la gestion de l'espace-temps n'est pas du tout la même. Quand Sierra Bay est à 150 km, il va falloir 8 heures pour y aller. Et vous n'êtes pas sûr d'arriver. Parce que la route est complètement défoncée. En saison des pluies, c'est même pas la peine d'y penser. D'ailleurs, en saison des pluies, tout s'arrête. Les pistes sont en latérite et elle devient complètement savonneuse et glissante. Donc même les charrettes n'arrivent plus à rouler en saison des pluies sur les hautes terres. Et sur les côtes, c'est des bourbiers sans nom, donc tout s'arrête aussi. Et la saison des pluies est assez longue. Donc tout pousse tout le temps, mais quant au transport et au déplacement des personnes, c'est plus compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a pris pour des fous, en fait. Quand vous êtes arrivé à Madagascar avec ce projet, on vous disait, oh là là, mais c'est fou blanc, c'est impossible, c'est impossible. Ah ben les gens nous disaient, ah, mais là, mais t'es Titanic Madagascar en charrette, vous voulez faire le tour de Madame en charrette? Ah, Timmet. Et ça veut dire, c'est pas possible. Et alors, il a fallu prouver l'inverse tous les jours au quotidien grâce à eux, parce qu'on n'a rien fait tout seul. Hein. On avait avec nous 2 Malgaches qui étaient nos guides. Enfin, c'était pas nos guides parce qu'ils connaissaient pas le chemin. C'était plutôt nos conducteurs de charrette, nos bouviers. Le bouvier, c'est le meneur de bœufs. C'est pas le chien avec des cheveux devant les yeux. Hein. C'est le mot cow-boy en français. Et donc, on avait 2 bouviers qui nous aidaient à conduire la charrette parce que nous, on devait travailler, filmer et s'occuper de plein de choses. On sait conduire la charrette, on l'a fait, mais voilà, c'était un travail d'équipe. Et en plus, ils étaient nos interprètes, nos ambassadeurs et nos profs de France et nos profs de malgache. Et j'imagine que vous avez tissé des liens, on le voit d'ailleurs à la fin de votre film, c'est quand même assez déchirant le moment où vous quittez. Il me semble aussi que c'était pas les mêmes sur les 4 ans en fait. Alors, on a changé évidemment, parce que ça dure 4 ans, notre histoire. Ils ont leur vie et les gens. La plupart sont rentrés chez eux. Il y en a qu'un qui est resté 3 ans et demi avec nous. Il s'appelle Revel. C'est celui qu'on voit à la fin. C'était notre chef bouvier. Et je suis toujours en rapport avec lui tous les jours. Je crois que j'en suis au troisième téléphone que je lui envoie. Et je continue à le payer parce qu'il garde nos zébus toujours vivants à Madagascar, 6 ans après. Ils jouissent d'une retraite bien méritée. On ne voulait pas qu'ils soient transformés en brochettes dès qu'on est le dos tourné. Donc je paye leur gardiennage et notre charrette est toujours là-bas. Elle nous attend toujours et je vais repartir au mois d'octobre prochain.
marcher avec ma charrette et des touristes, des gens qui ont lu, qui ont vu la série et qui se disent je le ferai jamais, mais si je peux aller marcher une semaine avec la charrette, ça me fait triper, je veux bien y aller. Et donc c'est un voyage de 2 semaines, une semaine en charrette où on marche avec la charrette, ce que vous avez vu dans les films, et une semaine on va dans la forêt de Voïboul, qui est une forêt à la protection de laquelle nous avons participé. Et on va essayer de comprendre la complexité de défendre les espaces naturels à Madagascar, replanter, reboiser et aller voir les villageois, discuter avec eux et profiter du canal des Pangalan. Voilà, donc ça sera un voyage de 2 semaines en joignant l'utile et l'agréable, et un peu de charrette et un peu de reforestation. Génial, mais il y a des places encore? Il y a 12 places. Le voyage n'est pas encore marketé, il n'est pas encore en ligne, Ok. mais dès qu'il est en ligne, je te le dirai. Et 12 places, c'est pas beaucoup, hein, ça sera les happy few, mais les plus motivés, ceux qui voudront accepter de pousser la charrette dans les montées, de dormir sous la tente, de manger du riz et des sardines, d'aller aux toilettes eh bien, derrière un bosquet, et de vivre et de se laver dans un verre d'eau. Donc ça va être Madatrek, vie ma vie en 2 semaines. Et justement, donc, cette charrette avec ses zébus, ou d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler quand même de ce lien que tes enfants ont tissé avec ces zébus? Parce que c'est... Déjà, je le ressentais dans le livre, mais effectivement, dans les vidéos, c'est assez incroyable, cette connexion qu'ils ont eue, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve les réflexes anciens de nos aïeux qui vivaient avec des bêtes. Il y a 150 ans en arrière, 80% des Français avaient des animaux de trait, que ce soit des chevaux ou des bœufs, et tout le monde vivait à la campagne avant l'ère industrielle. Et tout le monde vivait avec ces animaux. On a retrouvé ces ressorts-là et cette confraternité. Ce sont vraiment devenus des membres de la famille. Et les enfants ont adopté chacun le sien. Et chacun de ces zébus avait une relation particulière avec son enfant mascotte, son enfant chéri. Et ça a fini par des trucs de dingue. Ils réussissaient à monter les zébus qui les adoptaient comme des petits mouglis, quoi. C'était magique. On regardait ça comme ça. Même nos bouviers, même les Malgaches hallucinaient. Ils voient pas ça. Personne fait ça. Et donc, on avait une proximité avec ces bêtes qui dormaient, qui vivaient, qui étaient sans cesse avec nous, qui travaillaient avec nous. Et donc, on les a jamais maltraités parce que c'était eux les patrons, en fait. C'est eux qui tirent la charrette et c'est eux qui fixent le rythme. Et nous, on est derrière. Et donc, on allait à leur rythme, ce qui est moitié moins rapide qu'un marcheur. Donc voilà, ça nous permettait de rentrer au diapason du pays du Mouramour. Et le zébu, c'est quelque chose de cardinal dans la culture malgache, parce que c'est à la fois la banque, les gens ont des zébus d'épargne, c'est comme ça qu'ils peuvent mettre, entre guillemets, de l'argent de côté pour payer des rituels, des sacrifices, enfin, des mariages, des baptêmes, des circoncisions et des retournements des morts, des cérémonies mortuaires un peu particulières, où tous les 5 ans, ou 7 ans, ou 9 ans, ils vont retirer un de leurs aïeux du tombeau pour se le remémorer, le remettre à la lumière et remettre un linceul autour du corps en priant pour lui, en chantant pour lui, en pleurant pour lui, en lui versant d'ailleurs un peu de rhum à travers le linge dans la bouche. Et voilà, c'est pour le repos, pour son repos éternel, parce que le culte des morts est très important à Madagascar. Ils font vraiment partie intégrante de la vie. Chaque fait et geste du quotidien se fait sous le regard des aïeux. Donc on fait énormément de gestes propitiatoires et on essaie de commettre surtout le moins d'erreurs possible parce qu'on sait qu'on est sous leur regard, ce qui est à la fois, comment dirais-je, unificateur, mais aussi un peu sclérosant parce que les gens ont peur de faire mal et donc ça ne favorise pas l'innovation, l'entrepreneuriat, les choses nouvelles. C'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure qu'il se salue en disant in vovo et qu'il faut surtout répondre rien de neuf, c'est très révélateur de la culture qui est extraordinairement conservatrice. Il ne faut pas que les choses changent. Évidemment, aujourd'hui, avec la modernité, Internet et le monde ouvert des informations, en tout cas, il y a de grosses pressions à Madagascar de force de changement et beaucoup de force de blocage et de réticence à ce changement. Et les Occidentaux, les voyageurs, les étrangers sont aussi facteurs de changement et d'inquiétude. Donc, parfois, on nous voyait arriver pas d'un très bon œil, d'un œil, enfin, pas agressif du tout, mais un peu inquiet. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là chez nous? Est-ce qu'ils ne vont pas déséquilibrer la matrice, quoi. Oui, parce que ça, est-ce que tu peux nous en parler
À chaque fois quand vous arrivez dans un village, il y a des photos et des extraits vidéo assez incroyables où vous vous retrouvez mais encerclé par une foule qui fait presque peur en fait, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde. Oui. Ah oui, les enfants étaient un peu agoraphobes. Au début, c'était parfois 2000, 3000, 5000 personnes. Donc, et donc, la charrette se retrouve comme un petit îlot au milieu de cette marée humaine. Et les enfants vont se réfugier sur le toit de la charrette. C'est au début. Après, ils s'y sont habitués. Et puis, il y a eu, cette charrette est devenue très populaire et célèbre à Madagascar. Il y a eu une espèce de rumeur. Au bout de 2 ans, les gens en avaient entendu parler, surtout que nos documentaires commençaient à être diffusés sur la chaîne Voyage. Et donc, bon, ceux qui étaient abonnés le voyaient, mais les autres, ils ont parlé à ceux qui n'étaient pas abonnés. Et donc, quand la charrette arrivait dans certains villages, à partir de la 2 ou 3e année, elle était connue. Donc, les gens venaient la voir et elle était très moderne parce qu'il y avait l'électricité à bord, elle avait des suspensions, on avait des espèces de petits coffres partout, elle avait cette capote incroyable, ils l'appelaient parfois la diligence. C'était incroyable. Pour l'anoblir, c'était plus une saretti, c'était une diligence en malgache dans le texte, ou une calèche en malgache dans le texte. Ils ont des vieux mots comme ça, français qu'ils utilisent dans le malgache. Et la plupart des mots et du langage de la charrette, d'ailleurs, c'est du langage français, puisque les charrettes n'existaient pas à Madagascar avant 1905. C'est arrivé dans les bateaux de la colonie comme un outil agricole. Et voilà, et aujourd'hui, ils en ont la parfaite maîtrise. Il n'y a pas un village qui n'a pas son charron et son charretier et son charron capable de fabriquer des roues de charrette, qui est une science qui s'est perdue en France. Je crois qu'il n'y en a plus que 5 en France qui savent faire des roues. Par rapport à cette charrette, pour revenir dessus encore une fois, dans le livre, en fait, on comprend que voilà, c'est extrêmement compliqué d'avancer dans certaines zones, que voilà, il y a ce rythme des ébus qu'il faut respecter, il y a ces routes qui sont dans des états catastrophiques, Apocalyptique, ouais. apocalyptiques, voilà, c'est exactement ça le mot. Et en fait, quand j'ai vu les images, que ce soit à travers les épisodes ou le film, je me rendais vraiment compte de l'ampleur en fait des dégâts, j'ai envie de dire, avec parfois toute cette boue. Enfin, il faut imaginer que vous étiez en train d'avancer dans le... Dans des piscines de boue. Mais c'est des piscines qui durent 250 kilomètres. C'est pas une journée de boue et ouais, on se marre bien, on se vote dedans, puis demain c'est fini. Ça dure 6 mois. Et à pied avec les ébus, les enfants, tout votre matériel. Et Tsimis Safidia, pas le choix. C'est comme ça. Et donc, endosser la condition des gens qu'on prétend rencontrer, ça paraît snob là, comme ça derrière un écran, mais ça se traduit par des réalités. Si c'est au pôle Nord, ben on va se geler les miches. Si c'est à Madagascar, on va vivre pendant 6 mois dans la boue, sous la pluie de la côte Est. Et parce que c'est le quotidien des gens, c'est leur sort. Et alors, nous, comme on était chartiers, on partageait ce sort et ils étaient hyper empathiques. Parce que les Occidentaux, c'est toujours en voiture, ça va toujours à l'hôtel et c'est toujours, je dirais pas dans le coton, mais un peu protégé. C'est rare que ça accepte d'en baver autant et si longtemps. Et donc ça, ils l'ont su, ils ont fini par le savoir, puis ils ont surtout su qu'on essayait de faire du bien, on a essayé de faire des financements participatifs, du crowdfunding, des levées de fonds pour des projets et de besoins qu'on rencontrait en chemin. Alors c'était ici une école, ici un dispensaire, ici une pompe, ici une cantine scolaire, ici un bateau, ici... donc on a comme ça financé 33 projets et on a levé plus de 360 000 euros tout en marchant, et ça continue aujourd'hui. Donc, cette charrette est devenue une sorte de point de convergence des solidarités françaises à Madagascar, franco-malgaches, et des Malgaches de France contribuaient aussi, mais essentiellement, c'était des Français qui se passionnaient pour notre histoire et voulaient contribuer parce qu'ils voyaient que l'argent n'était pas détourné par un copec, et surtout, il était mis en acte tout de suite. Ils envoyaient les fruits comme un feuilleton. Et donc, c'était extraordinaire. On dit, bon, le lavoir communautaire est cassé, les petites lavandières n'arrivent plus à travailler, elles ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. On a besoin de 2600 euros pour reconstruire le toit qui menace de s'écrouler sur leur tête. Et ce qui paraît dérisoire vu de France, mais qui est énorme à Madagascar. L'argent est multiplié par 10 là-bas. Et en une semaine ou 2 semaines, on avait récolté la somme. Et on donne la somme tout de suite au maître d'œuvre qui, tout de suite, embauche les gens, va acheter le bois et reconstruit le lavoir. Et 2 mois plus tard, le lavoir est construit. Les lavandières sont là en train de laver leur linge, alors que chacune d'entre elles n'a absolument pas les moyens de payer le lavoir.
Et se mettre ensemble en association, c'est très compliqué à Madagascar. Et tous les projets qu'on a pu mener, sauf un qui n'a pas, qui a échoué, on a levé 10 000 € pour faire un bloc chirurgical pour un dispensaire de brousse. Quand on a compris que le chirurgien ne viendrait jamais, on a transformé cet argent en citerne communautaire pour apporter de l'eau à toute une ville. Et on a mis un fontainier dont c'est le métier, et il se paye en vendant l'eau aux villageois et il maintient l'installation en état. Parce que si c'est gratuit, les robinets sont volés, si c'est pas surveillé, tout est pété, et en 6 mois, votre magnifique citerne avec l'adduction d'eau et tout ça, et les bancs de fontaine, va plus fonctionner, pour plein de raisons. Donc il faut, voilà, la gratuité, c'est souvent contre-productif. Et donc là, il faut, l'eau se vend. À Madagascar, on en achetait souvent avec notre charrette parce qu'on ne savait pas où elle était et on en avait besoin. Donc on croisait des charrettes qui ont des énormes citernes et qui portent de l'eau. Et ben on leur achetait de l'eau pour faire boire nos zébus et pour remplir nos bidons à nous. Voilà. Et tu parles justement de ces vols, tu en parles dans le livre. Je ne sais plus quelle personne dit qu'en fait, que tout le monde vole pendant la nuit, qu'on ne peut faire confiance à personne et que c'est pour ça qu'on ne sort jamais après le coucher du soleil, car seuls les voleurs se déplacent comme des ombres. Est-ce que ça, vous l'avez senti dès le début du voyage ou on vous avait prévenu, j'imagine? On nous avait prévenu, on ne l'a pas senti parce que c'est très furtif. Le vol est universel, hein, les Malgaches n'en ont pas le monopole. On vole aussi beaucoup en France et partout dans le monde. Mais il y a des pays où, plus normatifs, où le vol est carrément exclu et prohibé, hein. Et dans certains pays de l'islam, on ne vole pas, hein. On y perd une main ou la vie. À Madagascar, le vol se fait à condition qu'on ne soit pas pris. Et si on est pris, on paye pour tout le monde. Il y a une dimension de bouc émissaire. Et donc les gens ont très peur de se faire voler, donc ils ne se font pas beaucoup voler. Comme on sait que c'est là, il y a peu de vols en fait. Et si on se fait voler, c'est de sa faute. Et donc il faut surtout pas se plaindre. Parce que si on se plaint, on est deux fois ridicule. D'abord de s'être fait voler, et ensuite parce qu'on crée le scandale. Et oui, c'est étonnant. Et donc c'est celui qui se fait voler qui est coupable à Madagascar. Et c'est pour ça aussi qu'il, si j'ai bien compris, il laisse rien traîner dehors, en fait. Voilà, ils laissent rien traîner dehors. On a l'impression de traverser des villages fantômes parce que la nuit, ils rendent tout. Les pilons, les mortiers, les outils agricoles, les vaches, les poules, les canards, les machins. Tout est fermé chouam, derrière les volets. Et c'est étonnant. C'est comme ça. On ne porte pas de jugement de valeur. C'est leur façon de fonctionner. Ils ont des dictons qui se moquent de ça, hein. Je prie le dimanche et je vole le lundi, hein. Et on parlait aussi au début que vous avez beaucoup côtoyé, on va dire, cette pauvreté avec... bah voilà, à un moment, vous êtes avec une infirmière, vous voyez des bébés avec des enfants squelettiques, où c'est... Voilà, on aperçoit quelques images, c'est dramatique. Tu parles dans le livre du seuil de pauvreté qui... Alors, au moment où tu l'écris, tu parlais de 1,9 € par jour. Et pour information, en France, tu expliques que le seuil de pauvreté, c'est 33 € par jour. Et dans un village, tu calcules que c'est 0,34 centimes par jour. Bah, c'est-à-dire que le salaire d'un ouvrier agricole, d'un pêcheur, c'est 1 € à la journée, à travailler 10 heures comme un fou. C'est juste dément. Et les PPN, les produits de première nécessité, je ne sais pas, le sel, l'huile, le riz, et ces choses-là, c'est un cours mondial. C'est pas moins cher là-bas. Donc c'est cher, c'est très cher pour eux. Donc ils se nourrissent au jour le jour de la paye du jour. Ils sont incapables de mettre de l'argent de côté. C'est très compliqué de vivre à Madagascar. Et ils travaillent d'arrache-pied, hein, c'est le cas de le dire. Euh, donc la vie est dure. Et là, on a participé à 2 missions médicales Armada. Là aussi, il y a des professionnels de santé qui nous écoutent et qui sont intéressés de vivre la plus belle aventure qui soit. Engagez-vous auprès de Armada, vous trouvez ça sur Internet. C'est des missions médicales qui durent 10 jours. Et c'est des bateaux qui descendent le long d'un fleuve qui s'appelle le Tsiribine et qui remontent le canal des Pangalan et qui soignent dans 4 ou 5 villages le long de ces cours d'eau. Et là, à chaque fois, il y a 400, 500 personnes qui viennent avec des pathologies insensées. Et il y a en effet des enfants dénutris, souvent parce que leur mère est morte, c'est des orphelins, et qui sont apportés par les familles dans un état parfois critique. Mais il y a un programme EVASAN, d'évacuation sanitaire, qui est financé par Armada maintenant, et qui a de très très bons résultats. Et ces gens-là sont bien mieux pris en charge dans des hôpitaux
dans des grandes villes à Madagascar plutôt que de faire de la médecine de brousse, quoi, et de la médecine d'urgence. Donc ça aussi, on a participé à ces choses-là, on les a filmées, puis ça a été des expériences très fondatrices pour nous. On a fourni un rayon X pour des religieuses qui s'occupent de lépreux à Farafangan. Leur machine était cassée, c'était un vieux truc des années 60 qui avait été donné par l'Espagne. Et donc voilà, on a trouvé un rayon X à La Réunion et on l'a fait installer. Ça nous a coûté 35 000 euros quand même. On a trouvé une association partenaire pour nous aider à compléter le budget. Et voilà, les projets étaient sans cesse plus gros. On a fini. Notre dernier projet, ça a été la construction d'une maternité. Si on m'avait dit que je construirais une maternité, j'y aurais jamais cru. C'était pas du tout dans notre projet de faire le tour de Madagascar et de filmer. Mais voilà, on n'a pas pu s'en empêcher. Ça a rajouté du sens, s'il en était besoin, à nos tours de roue. Et ça nous a donné aussi, voilà, c'était une carotte. C'était passionnant de participer à ça et ça nous motivait en plus. Et donc, la maternité, on a perdu nos parents. Moi, on a perdu le papa de Sonia pendant qu'on marchait. On a perdu ma maman. Donc, c'était aussi des épreuves qu'on avait. Et voilà, ça a permis de transformer cette souffrance en solidarité. Et, et ça, les Malgaches l'ont su. Et donc, évidemment, on avait leur bonne grâce. Ils nous remerciaient. On était assez plus. Cette charrette, cette histoire était populaire parce elle était profonde, elle était longue. 4 ans, les gens ont eu le temps d'entendre parler de nous et de nous voir passer devant chez eux. Et puis, ils ont vu les projets solidaires qui ont été semés derrière nous. Et ça, j'allais te demander justement, dans le podcast, j'aime bien parler de cheminement intérieur, de voyage intérieur. Là, au cours de ces 4 années, comme tu l'évoquais, il y a eu malheureusement effectivement ces deuils et tu dis ça vous a réconcilié avec la vie, mine de rien, de les avoir vécus au cours de cette aventure. Est-ce que tu as senti, voilà, au cours de ces 4 années que voilà, votre vision du monde, j'imagine, avait changé? Vous avez vu vos enfants évoluer en plus de ça, donc c'était une sacrée aventure intérieure aussi. Nous, on a été très heureux. On n'avait rien. On était peut-être les plus riches parmi les plus pauvres, mais on n'avait pas grand-chose. On n'avait rien dans cette charrette. On a vécu en mangeant du riz et des sardines pendant 4 ans, en alternance avec des spaghettis corned beef. Donc, on a appris la sobriété heureuse. On l'a vécu. Et donc, on n'est pas inquiet. Tout peut s'écrouler. Là, cet hiver, on n'a pas eu de chaudière pendant 3 semaines parce qu'elle est tombée en panne. Il faisait 4 degrés dans la maison. Eh ben, Tsimanin, en malgache, Tsimanin, c'est pas grave. Hakuna Matata, en swahili. Voilà, on sait le dire dans toutes les langues, c'est pas grave. Et donc, voilà, on s'adapte. Et donc, on vivait pas pressé. Et puis, tant qu'on était ensemble, qu'on s'aimait, qu'on n'était pas rejetés, je crois que la pire des souffrances, c'est le rejet, le racisme, la haine, la violence. Et comme on n'a pas été victime de tout ça, on était heureux. On était heureux de peu de choses, mais on était heureux parce qu'on était dehors, parce qu'on était ensemble, parce qu'on découvrait, parce qu'on avançait, parce qu'on était porté par cet enthousiasme, par ces foules joyeuses et curieuses et par ces enfants. On a vécu pendant 4 ans avec des enfants et qui font du bruit et qui sont tapageurs. Ben, on a vécu dans cette ambiance-là pendant 4 ans, quoi. Oui, parce que vous y étiez tout le temps ensemble, vous dormiez tout le temps tous les quatre, jamais séparés. Ah ben, on a dormi à 4 dans 4 mètres carrés pendant 4 ans. 4 mètres carrés, c'est la taille d'un leaking size. C'était la taille de notre tente. Donc on avait chacun une bande d'1 mètre carré en fait. Je pense que tous les parents qui écoutent doivent se dire, mais comment ils ont fait? Comment ils ont tenu? Alors, Sonia faisait l'école toute la journée, enfin en marchant. Quand on s'arrêtait, ben, c'était une demi-heure d'école. En fait, en gros, il y avait une demi-heure d'école par jour, hein. Et en marchant, on récitait, on faisait ça par oral, on apprenait plein de trucs, on refaisait le monde en permanence. Et puis on parlait avec des gens, on essayait de comprendre les choses, on préparait les sujets, les enfants préparé les tournages, donc ils ont participé à l'élaboration de ces documentaires, donc ils ont appris plein de choses. On a fait un film sur la spiruline, qu'est-ce que c'est la spiruline, comment ça pousse la spiruline, comment on la transforme, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a dedans. Pareil pour les algues, l'algoculture, pareil pour la récolte du litchi, pareil pour toutes ces choses qu'on a filmées positives à Madagascar, qui font vivre les gens, qui apportent de la valeur ajoutée. On a documenté ça tout en marchant. Et donc, oui, ils ont appris plein de choses. Ils ont fait leurs humanités un petit peu avant l'heure. On a peut-être mis la charrette avant les zébus, là, en l'occurrence. Ils ont vu des choses qui n'étaient peut-être pas de leur âge. Ils ont vu les enfants mourir. Ils ont vu des choses. Ils ont fait de la géopolitique. Ils ont fait de l'anthropologie entre 6 ans et 8 ans. Mais ça les a rassurés sur l'humain.
sur le genre humain, et sur le monde aussi, même s'il il va pas bien, il va encore bien. Les gens se débrouillent avec peu de choses, oui. Et on a vécu comme eux, en fait. Quand le pont est cassé, ben, il faut réparer le pont. Quand on trouve toujours un moyen. Voilà, ça. Le impossible n'est pas français est devenu impossible n'est pas poussin. Parce que tous les gens nous disaient impossible, ah, mais c'est pas possible. Et ben maintenant, impossible n'est pas malgache. Maintenant qu'ils savent qu'on la charrette a pu faire le tour, ils pourront plus dire que c'est impossible. Oui, ce qui m'a fasciné aussi, que ça soit dans le livre ou dans le film, c'est cette pédagogie que vous avez avec vos enfants à toujours... j'ai l'impression, alors tu vas me dire si je me trompe, mais que c'est très souvent expliqué avec beaucoup de calme, c'est beaucoup ouais, de pédagogie, où par exemple, un moment vous recueillez vous trouvez un petit crocodile et il faut le relâcher. Mais ça m'a brisé le cœur parce que Bah oui, Philae, du coup, voulait pas quitter ce petit crocodile. Elle dit que elle s'y était attachée, oui. voilà, elle s'y était attachée et c'est tellement triste parce que elle est en larmes. Elle dit mais je veux qu'on le ramène avec nous. Et tu expliques ça avec beaucoup de calme. Lui expliquer que voilà, il est pas fait pour Bah, c'est pas sa place, non, sa place c'est dans la nature. exactement. Et à chaque fois, tu expliques avec beaucoup voilà de philosophie. C'est le mot qui me manquait tout à l'heure. Avec beaucoup de philosophie et bah, on voit tes enfants au fil des vidéos, au fil des pages, ils développent un sens éthique incroyable. Ou même ta fille, il me semble, elle est devenue végétarienne Oui, alors qu'elle était super jeune. Et à un moment, elle est super révoltée parce que vous tombez sur des pièges pour le des, braconnier, oui. voilà, des braconniers. Et je me dis, c'est dingue. Et on trouve une pintade dans un collet avec la patte abîmée. Et donc on essaie de la relâcher, comme le crocodile, sauf que la pintade ne peut plus marcher. Et donc elle va se faire bouffer par un prédateur. C'était un peu cruel. C'était la nature, mais bon, là, comme Philae, entre-temps, s'est attaché à la pintade, on ne pouvait plus l'abandonner. Donc elle a voulu la garder. Là, elle a gagné. Cette fois-ci, elle a gagné. Et malheureusement, elle est morte de septicémie 10 jours plus tard. Et donc voilà, elle est devenue végétarienne parce qu'elle ne conçoit pas de manger son animal de compagnie. Nos zébus et nos bœufs étaient nos animaux de compagnie. Donc elle ne mange pas de bœuf. Alors elle mange du poulet. On a réussi à lui faire manger du poisson parce que dans sa croissance, elle en avait besoin. Mais elle ne mange pas de viande rouge, pas de mammifères, quoi. C'est ça sa limite. Et c'est parfaitement intelligible. Elle a une telle empathie pour les animaux. On ne mange pas les animaux à sang chaud, qui ont du lait et qui accouchent de bébés, quoi. Ils nous ressemblent trop. Voilà, moi, je pousse pas mon éthique jusque-là. Je suis toujours carnivore. Mais j'ai admiré très tôt la prise de position de ma fille qui dit non, non, tu mangerais pas ton chien, mais moi, je mange pas mon zébu. Voilà. Oui, c'est vraiment bluffant. Et outre tout ce voyage en famille, cette éducation et c'est incroyable cette expérience que tes enfants ont vécue avec vous, il y a aussi votre couple qui est, voilà, je pense que tout le monde t'en parle aussi. C'est assez incroyable de voir à quel point vous êtes restés soudés. Parce que bon, partir dans une telle aventure, c'est une chose, mais il faut aussi trouver quelqu'un qui est autant passionné par la marche. Alors déjà, vous aviez eu votre expérience avec Africa Trek. 14 000 kilomètres à pied en Afrique et Sonia a fini enceinte. Les 1 800 derniers kilomètres, elle était enceinte. Donc le héros dans cette histoire, c'est elle, hein, c'est pas moi. Et c'est pas moi qui l'ai entraînée dans cette galère. C'est elle qui marchait devant. C'était le boulet, c'était moi, hein. Le maillon faible, c'était moi. C'est moi qui suis tombé malade. C'est moi qui me suis cassé la main. C'est moi qui me suis cassé tordu le cou. Euh, voilà, elle, c'est une espèce de déesse de la marche, Sonia. Et elle avait jamais marché avant de me rencontrer. Elle n'avait pas été scout. Moi, j'ai fait 8 ans de scoutisme. Donc, camper, faire du feu et dormir dehors, c'était mon truc. Elle n'avait jamais quitté le 8e arrondissement. Elle a fait sa scolarité à la Légion d'honneur. Donc, c'était une jeune fille assez protégée. Et elle n'avait jamais campé, elle n'avait jamais baroudé, quoi. Et très vite, c'est devenu son truc. Et elle est devenue une Deus ex machina dans le domaine, quoi. Ça a été quoi votre secret justement pour tenir en tant que couple pendant 4 ans avec vos enfants dans une telle expédition? Alors, c'est vrai que dans tous les couples, les enfants séparent les couples, hein. Ça, c'est dans la vie urbaine. Les conflits viennent souvent des couples, des enfants, et c'est difficile à gérer. À Madagascar, les enfants, est-ce qu'ils ont été une source de discorde? Non, parce qu'ils étaient heureux et joyeux. Un enfant heureux et un enfant joyeux, euh, il n'oppose pas ses parents. Et notre vie était toute, à tous tournée dans une seule direction, c'est-à-dire la piste, là-bas. Et donc, on avait tous le même objectif, avancer.
Les conflits viennent quand les objectifs divergent. Et quand telle personne veut faire ci, l'autre veut faire ça, tel enfant veut faire ci, l'autre dit non. Et puis il y a le côté chacun dans sa chambre, dans son territoire, blam, la porte qui se ferme. Il y a les repas à table, les gens qui viennent pas, ça met la mère de famille hors d'elle. Puis cette espèce de prison des écrans. Et donc tout ça crée des tensions qu'on n'avait pas, nous. On n'avait pas puisqu'on était dans la même direction. On avait tous faim au même moment parce qu'on mangeait très peu. Puis on était le soir, on se rassemblait autour du feu. Et la dimension du foyer, on était tous assis en cercle à regarder le riz cuire avec nos deux gars, à débriefer la journée, à raconter ce qui s'était passé, à préparer la journée du lendemain, l'itinéraire. Et puis après, on est fatigué, on va se dormir, on va se coucher parce qu'on se lève très tôt. On se levait à 5 heures du matin. 4h30, parfois 5 heures, ouais. Et il fallait qu'à 7 heures, on soit sur la route. Donc, on mettait 1h30 à plier le camp. Il faut tout ranger, plier la tente, faire le feu, le petit déjeuner, tout ranger dans la charrette, aller chercher les ébus et repartir. Ça prenait 1h30. Et donc, chacun avait plein de sa tâche à accomplir. Alors là, il pouvait y avoir des petites frictions. Dépêche-toi, réveille-toi, sors de ton sac de couchage, euh, finis ton bol, on doit le laver. Voilà, évidemment, mais comme dans toutes les familles. Mais après, c'était du Mowgli, Tom Sawyer, leur vie. Ils étaient heureux comme tout. Ils devaient marcher devant la charrette. La charrette, pour eux, c'était dangereux d'être autour. Ils avaient le droit d'être soit sur la charrette, soit dans la charrette, soit devant la charrette, soit derrière la charrette, mais pas autour de la charrette. Parce que les zébus, dans un mouvement, chasser une mouche, ils peuvent donner un coup de corne, ils peuvent botter, ça peut être dangereux. Et les roues, ça peut broyer une jambe d'enfant. Donc, il fallait voilà, il y avait des règles à respecter. Mais ils étaient ravis, ils marchaient devant. On a eu un chien qui nous a adoptés en cours de route, et qui s'est appelé Mario à cause de Mario Kart, parce qu'il courait devant la charrette comme ça en zigzag. Et Mario est toujours avec nous. Il est en France, là, avec nous, en Vallée-de-Chevreuse. On l'a ramené. Et c'est un vieux chien maintenant. Il commence un peu à boiter parce qu'il a beaucoup marché. Mais il a été brave et valeureux. C'est le seul chien qui ait jamais fait le tour de son pays. Est-ce que j'ai tellement de questions, je vois le temps qui passe et j'ai envie de se poser encore tellement de questions. Peut-être parler un petit peu quand même de la culture malgache qui a l'air vraiment fascinante. Tu expliques à un moment que c'est vraiment cette complexité aussi par moment de la pensée malgache. Les rumeurs ont plus de poids que les évidences. Voilà, il y avait plein de choses. Ça, j'imagine, ça s'est fait au fur et à mesure. Vous avez appris à naviguer avec cette culture. Qu'est-ce que toi, tu en retiens le plus de cette culture malgache? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une culture ultra conservatrice. Il ne faut pas qu'il y ait de changement. Et nous sommes étrangers, facteurs de changement. Et donc, toute innovation peut être mal perçue. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Les questions ne doivent jamais être directes, sinon c'est une violence qu'on leur fait. Il ne faut pas qu'ils soient coincés dans la réponse. Euh, il faut avoir des questions ouvertes, il faut décrypter ce qu'on nous dit. Et sinon, c'est du wishful thinking. On est toujours en train d'entendre ce qu'on veut entendre, mais en fait, ils ne l'ont pas dit. Il y a des gestuels, en fait. Ça passe souvent pas par les mots. Euh, on ne montre jamais du doigt. On doit toujours plier le doigt, parce que c'est une insulte de montrer le doigt. Le tu à Madagascar. Et donc, on ne parle jamais directement. C'est l'inverse de la culture américaine, où on se parle droit dans les yeux, on se serre la main et on fait un deal. Ouh là là, ça se passe pas comme ça. On doit faire des cabars. Des cabars, c'est des discussions circulaires où on va mettre sur la table tout, toutes les problématiques et surtout, il ne faut pas décider. Parce que décider, ça, c'est faire un choix. Et faire un choix, c'est prendre un risque. Et le risque de se tromper et de contrarier les ancêtres. Donc, on parler suffit. On ne prend pas de décision. Et si la décision est prise, c'est par le plus vieux. Jamais un jeune veut imposer son idée, ça ne marche pas. C'est la cata. Donc, toute décision doit être absolument consensuelle. C'est jamais la volonté d'une personne. Donc, on ne peut pas sortir de la tête du lot. C'est très compliqué à Madagascar pour les Malgaches. Pour un étranger, c'est possible. D'ailleurs, la plupart des investisseurs sont étrangers parce qu'ils prennent des risques, ils mettent des billes. Pour des Malgaches, ça va être beaucoup plus difficile. Euh, les gens très éduqués à Madagascar iront en priorité vers des postes dans l'administration. Le rêve, c'est de devenir ministre, c'est de devenir fonctionnaire. C'est pas de devenir entrepreneur, malheureusement. Alors que le pays a besoin d'énormément d'entrepreneurs. Il y a tout à faire et tout à inventer. Et il y a un marché incroyable. Il y a tout à faire.
Donc ça vient avec les nouvelles générations, hein. Ce que je dis, de toute façon, est moins vrai dans 5 minutes parce que déjà, tout change. Donc évidemment, ça prend cette direction-là, mais pas dans les campagnes où l'innovation n'arrive pas. Et d'ailleurs, c'est très beau. C'est très beau parce que il n'y a pas de tôle ondulée, ils font toujours des toits en chaume. Et tant mieux d'ailleurs. Et les maisons sont toujours en terre. Et vous voyez des photos de villages malgaches, c'est les mêmes que celles en noir et blanc du début du siècle. Donc dans les villes, c'est différent évidemment. Mais dans les campagnes, quand on a une idée nouvelle pour faire mieux, pêcher mieux, planter mieux, faire du riz mieux, cette idée va être très très difficile à imposer. C'est impossible, mais à inspirer, c'est très difficile. Donc les ONG, l'aide humanitaire, l'aide internationale se cassent vraiment les dents sur ce conservatisme euh, systémique. Et alors après, le culte des ancêtres fait qu'il y a plein de tabous, il y a plein de ce qu'on appelle des fades, des interdits. Ça s'écrit fadi, F-A-D-Y, et qui sont des héritages locaux qu'il faut absolument pas essayer de rationaliser. C'est comme ça, c'est tout. Euh, chez les Sakalaves, on n'a pas le droit de rire et de manger du miel en même temps. Sinon, il va t'arriver malheur. On n'a jamais le droit de traverser une rivière avec un t-shirt rouge. Sinon, tu vas te noyer. Et si tu te noies, ben, bien fait, c'était de ta faute, il fallait pas transgresser ces interdits. Alors, les Malgaches entre eux ne transgressent jamais les interdits. Alors, les touristes, les étrangers essaient de respecter la règle, sinon ce sont des abrutis. Mais quand il leur arrive malheur, les gens disent, bah oui, il n'a pas jeté une piécette à la sirène. Avant de traverser un fleuve, il faut jeter une pièce dans l'eau pour la sirène. Sinon, la sirène va venir te renverser ton bateau et te noyer. Oui, parce que tu parles de rivière, justement, ce qui est impressionnant, c'est que quand vous arrivez devant une rivière avec votre charrette et les ébus, eh bien ce n'est pas un problème puisque vous allez réussir à faire flotter votre charrette et à traverser les rivières. Enfin, c'est... C'est pour ça que tout le monde nous disait que c'était impossible, parce qu'ils n'avaient pas les idées. Mais elles sont pas compliquées. Moi, j'avais été scout, j'avais fait flotter des radeaux, des machins, tout ça. J'ai mis des bidons sous ma charrette et hop, j'ai jeté dans l'eau, elle flottait. Avec des chambres à air et des bras d'équilibre, des bras de sustentation. Et elle s'est mise à flotter et on l'a fait tracter par des piroguiers qu'on paye, qu'on rémunère évidemment, des passeurs. Et les enfants passent en pirogue, les ébus traversent à la nage. Voilà. S'il n'y a pas trop de courant, c'est possible. Et donc, il faut attendre l'étale de haute mer quand le courant est moindre. Et puis, la charrette va dériver. Mais il faut que la dérive soit contrôlable, c'est tout. Et il faut que les chambres à air ne crèvent pas. Ce qui est arrivé une fois, la chambre à air a commencé à fuir et la charrette s'est penchée comme ça, a menacé de couler. Ça a été. Ah ouais, là, on perdait tout, là. Ah non, c'est l'aventure, quoi. Et non, alors, c'est pour ça que les gens, c'était une fête à chaque fois. Ils disent, comment ils vont faire les. Il y a un dicton malgache qui dit Aliken Vaza. Aliken Vaza, c'est dire c'est bizarre, traduit littéralement, c'est dire le Vaza et le chien. Parce qu'à l'époque coloniale, les Blancs qui se baladaient dans la campagne avaient toujours leur chien en laisse. Et les Malgaches ont une peur irrépressible des chiens. Pourquoi? Parce qu'une morsure de chien à Madagascar, c'est la gangrène et c'est la mort. Parce qu'on ne peut pas se faire soigner. Et il n'y a pas la rage, mais la bouche d'un chien, c'est plein de saleté, il n'y a pas d'antibiotiques, et ils n'ont pas de quoi, ils vont mettre de la cendre et de l'urine dans la plaie, ça va pas aider, quoi. Donc, euh, donc ils ont une peur des chiens. Donc, Ali Kanvaza, ça veut dire les Blancs sont fous, ils ont toujours des idées extraordinaires. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et ça, on nous l'a dit, on l'a entendu très souvent, celle-là. Quand on passait dans les foules, ils disaient Ali Kanvaza, Ali Kanvaza. Et les Malgaches qui nous écoutent sont sûrs, derrière leur écran, je suis sûr qu'ils sont morts de rire. Et est-ce qu'il y a un dernier élément de la culture malgache qui te semble important de mentionner? Bah, alors, le respect des ancêtres, c'est quelque chose de très beau. Le Famadian, le retournement des morts, on y est allé sans les enfants parce qu'on pensait que ça serait gore. Eh bien, pas du tout. C'est fait dans le respect, dans les règles. Aujourd'hui, c'est encadré par la loi. Il y a le gendarme qui est là, le maire qui est là, le président de Fuktan qui est l'autorité locale administrative. Et les familles font ça dans l'ordre et avec beaucoup d'émotion. C'est une sorte de Toussaint XXL et que j'ai trouvé très très belle. Et donc ça nous rappelle la fidélité aux valeurs familiales, à la croyance de nos ancêtres. Les Malgaches sont très croyants. Il n'y a pas de matérialiste athée à Madagascar. Tout le monde croit en quelque chose. Il y a ce millefeuille, comment on appelle ça, religieux, où le culte des ancêtres, les cultes anciens de Zanahar. Zanahar, c'est l'esprit, un peu ça, le christianisme l'a inculturé très vite. Donc, ils sont tous chrétiens à Madagascar. Il y a une minorité de 6 à 8% de musulmans et qui vivent que dans les villes, à la fois des Comoriens, parce que les Comores sont pas loin, mais aussi des gens qui viennent du Pakistan. Donc, il y a quelques hindous, il y a quelques
musulmans qu'on appelle les Karanes. Ils sont des Malgaches, mais ils sont d'origine indienne. Et puis tout le reste est chrétien, donc il y a 40%, 40-45% de catholiques, et le reste, 50, 40, en fait la même chose, 45%, peut-être 50% de protestants. Et donc le fait religieux est très important à Madagascar. Tous les dimanches, tout le monde est fourré au temple ou à l'église. Et les gens sont endimanchés d'ailleurs, comme on faisait chez nous à l'époque, avec des robes de satin, on dirait qu'ils vont se marier. Et les hommes mettent des beaux costumes en velours ou moirés, enfin des trucs incroyables. Et ils chantent, ils passent 3 heures là-dedans à chanter comme des anges. Et c'est très beau, c'est structurant, c'est très structurant dans leur culture. Donc ça aussi, c'est plutôt, admirable, on trouve ça merveilleux. Là où ces choses-là se perdent un peu chez nous, euh, ça, c'est quelque chose de fédérateur. Super, bah tu vois, ça ressortait pas des recherches que j'avais pu faire, mais c'est pour ça que j'adore faire ces épisodes pour avoir vraiment l'expérience sur place. Peut-être là, on arrive progressivement sur la fin de l'épisode. Évoquer un petit peu les paysages pour faire rêver l'audience. Alors, on va pas pouvoir évoquer tous les paysages que vous avez traversés, parce qu'effectivement, si vous avez vu des choses magnifiques, mais peut-être, allez, disons, les trois paysages qui t'ont le plus marqué. Ah non, 3, c'est impossible. Non, non. 3, c'est impossible. Non, non, Madagascar, c'est fascinant. C'est un pays extraordinairement photogénique. Il y a une lumière incroyable. Et il y a des faciès, des paysages uniques au monde. Je pourrais évoquer les Tsing. Les Tsingi, ce sont ces cathédrales de calcaire qui ont été sculptées par les pluies acides il y a 60 millions d'années et qui sont des isolats, des biotopes hallucinants. On trouve que des bestioles qui ont été séquestrées là et qui ont eu qui ont évolué que là. Et donc c'est fascinant de voir ça. Il y a il y a les grès érodés du massif du Macaï aussi qui sont incroyables. Il y a le massif de l'Ichal aussi, où là, les grès sont tellement érodés qu'ils ont des formes chimériques. Il y a les falaises de granit de Landringe qui sont incroyables avec une paroi à escalader, c'est délirant. Il y a des forêts vierges exceptionnelles. Il y a, sur la péninsule de Maswal, il y a la forêt de Tampul, où là, elle est totalement intacte, celle-là, avec des palissandres géants, des lémuriens rouges qui s'appellent les varis roux, qui sont juste les plus beaux lémuriens du monde. Juste plus au nord, il y a les montagnes de Marojej, où là, tu as le lémurien blanc qui s'appelle le Propithèque soyeux. Il est tout blanc, tout duveté, tout beau. Il n'y en a que 518. Donc c'est même pas en danger, là, tu en vois un, c'est le dernier que tu vois. C'est une révélation dans ta vie. Tu as le nord, tu as la montagne des Français à Diego, tu as le pic de Nossilonge dans la baie de Diego, qui est censée être une des plus belles baies du monde, parce qu'elle est très sauvage. Il n'y a pas de croisette, il n'y a pas de building. Il y a une baie comme ça, n'importe où sur Terre, ça serait Rio, quoi. Alors c'est bon le pain de sucre de Rio, mais ben, il y a Rio devant, malheureusement. Là-bas, à Madagascar, c'est une baie complètement sauvage. Il y a la baie de Mouramba, où là, tu as des karstes qui sont sur la mer, un petit peu comme la baie d'Along au Vietnam, en plus petit, sauf que là, il y a des baobabs qui poussent dessus. Des baobabs, des forêts de baobabs sur ces cailloux perchés, sculptés par la mer par en dessous. Et je ne te parle pas du lagon Saphir, du côté de Tuléar, où là, tu as, des eaux cristallines, la mer d'Émeraude dans le nord du pays, où tu peux aller faire du kite, c'est un truc de folie. Lavanoun, le spot du côté de Fort-Dauphin, où tu peux faire du surf. Ce pays, les volcans du centre du pays, les volcans d'Itache. Il y a un geyser aussi, le geyser d'Annalavour, c'est comme Yosemite avec un geyser qui fait bloup bloup. Nosy Be, ne parlons pas de Nosy Be, c'est le paradis sur Terre, de la plongée. On peut aller nager avec des requins-baleines, on peut voir des tortues accoucher, on nage avec des tortues vertes géantes. Il n'y a que là qu'on peut faire ça parce qu'elles sont dans 2 mètres d'eau, elles broutent les Posidonies, et tu es là à nager avec les tortues. Tu peux faire il y a il y a des gréements traditionnels, des felouks, il y a des boutres qu'on a, qui sont d'anciennes goélettes bretonnes. Tu peux faire les Vèzes, le peuple Vèze, le long du lagon Saphir. On ces voiles et ces pirogues hyper effilées et très efficaces. Il y a tous ces baobabs absolument géants. L'allée des baobabs, évidemment, que j'aurais dû commencer par elle. Elle est extraordinaire. Il y a 8 espèces de baobabs à Madagascar. Ceux du nord sont rouges, les rubrostipa. Euh, voilà, c'est insondable en fait. On y passe une vie. Il y a le premier explorateur français en 1870 a exploré cette île. Il s'appelait Alfred Grandidier. Il a mis 3 4 ans comme nous à faire le tour et aller un peu partout. Il n'avait pas de charrette.
Mais il y allait avec une démarche très moderne. À l'époque, c'était sans porteur. Ils étaient une petite équipe de 5. Et il a passé le reste de sa vie à documenter tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a vu. Il a écrit l'histoire générale de Madagascar en 40 volumes. Il a donné son nom je sais, je crois, à 120 bestioles et à 120 plantes, pardon, et à 68 bestioles. Donc voilà, on est très modeste par rapport à lui, mais entre lui et nous, il n'y a pas eu ce genre d'exploration exhaustive de tous les coins du pays. Donc moi, avec mes 1800 pages, 3 fois 600 pages, c'est très modeste à côté d'Alfred Grandidier, mais ça s'inscrit en tout cas modestement, sous son ombre et dans ses pas. Ça y est, je suis partie très loin là, toute cette palette de couleurs, toutes ces espèces aussi, tu en parles beaucoup dans le livre, dans les vidéos, parce que voilà, on voit tes enfants, ils ont... Alors oui, les serpents ne sont pas venimeux là-bas, mais quand même, tes enfants qui sont là, approcher le bois, comme si tout allait bien, enfin... Ah, ils attrapaient les serpents tout le temps. Parfois, ils se faisaient mordre, mais c'était pas venimeux. Ah oui, non, c'est vraiment bluffant. Et peut-être, je me pose la question aussi parce que de, je ressens cette impression que c'était un peu cette île du paradis, mais est-ce qu'il y a eu quand même peut-être des moments où vous avez eu peur ou peut-être vos plus grandes difficultés au cours de ces 4 ans? Bah, c'est-à-dire qu'à à Madagascar, il y a une tradition qui consiste à voler les zébus. Il y a des voleurs de zébus qu'on appelle les dahal, et ça fait partie du rituel initiatique de certaines ethnies, notamment les Sakalaves, qui vont voler les zébus chez les autres. Et c'est comme ça que les garçons sont initiés. Alors, à l'époque, ça se faisait plutôt en bonne intelligence, où tu allais voler les zébus du voisin, puis les chefs se mettaient d'accord, et le lendemain, et la semaine d'après, ils revenaient voler les zébus dans l'autre sens, et tout le monde était initié. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, c'est la mafia de la viande, avec des compromissions, je ne sais où, qui fait que ça débouche sur des morts, c'est triste. Et nous, on avait des zébus. Et donc, forcément, ça a suscité un peu la convoitise. Et on est tombé dans 3 embuscades de voleurs de zébus. Et il a fallu s'en sortir en faisant rire, en montrant notre travail, les magazines. On faisait des photos dans Paris Match, donc on montrait les magazines. Et on leur demandait, ah, est-ce qu'on peut vous prendre en photo? Ils disaient, non, non, pas de photo. Alors, on essayait de rire. Ils voulaient nous prendre nos zébus. On leur disait, mais non, vous n'avez pas le droit de voler nos zébus parce que ce sont des zébus de travail. C'est un fade dans votre culture de voler les zébus de travail. Vous n'avez le droit de voler que les zébus capitales. Elle a expliqué ça à un voleur. Alors le mec, il est déstabilisé. Il voit un vasa. Alors tout de suite, il dit, bah oui, vous êtes un Zanatan. Et là, on le dément pas. On dit, bah oui, je suis malgache comme toi, je suis né ici et je connais la culture. Donc non, tu vas voler le zébu de quelqu'un d'autre, mais pas le mien. Tu as vu, c'est un zébu, il a une trace derrière la bosse. Tu n'as pas le droit de le voler, celui-là. Désolé pour toi. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est là que le fait de parler malgache t'a beaucoup Bah aidé. oui. Bon, en même temps, j'en menais pas large, hein. Je suis sorti de là en vomissant et en tremblant, hein, parce que c'est pas drôle. Mais voilà, on s'en est sorti. Donc tu dirais oui que c'était la difficulté principale au cours de ces 4 ans, quoi. Oui, les voleurs de zébus, quand même, si le traverser des fleuves, c'était angoissant. Il y a parfois un de nos zébus, un de nos zébus s'est noyé. C'était super triste. Un autre est mort empoisonné par une herbe qu'il a dû brouter. De toute façon, les zébus qui ont marché avec nous, on les a achetés dans l'enclos du boucher, hein. Donc on leur a donné un sursis. Ils ont vécu Ouais. 4 ans et ceux qu'on a toujours, là, les 4 qu'on a, ben, ça fait 6 ans que je paye. C'est des zébus de luxe, hein. C'est des zébus, ils le méritent. Mais Oui. ce sont des stars dans le pays. C'est les zébus qui ont fait le tour de leur pays. Mais voilà, on en a perdu en route. Moi, je me suis cassé la main. On a eu des accidents. Quand je me suis cassé la main, que la charrette était dans une zone complètement reculée, la piste était pourrie, que j'ai dû me faire évacuer sanitaire à La Réunion. Il a fallu attendre un mois que je puisse repartir. Là, on s'est dit, le voyage va s'arrêter. Surtout repartir, c'était très compliqué. Quand on est reparti, les zébus se sont blessés. Euh, Là, il y a eu des moments de doute, évidemment. Ça n'a pas été. On n'a pas foulé une brassée de pétales de rose, quoi. Il y a eu aussi des épines. Que les gens se disent pas, mais ils ont vécu 4 ans fantastiques. Non, non, il y a eu voilà, ces deuils qui vous ont éprouvé pendant ce voyage aussi. Il y a voilà, toutes ces histoires avec les Ah ébus. ben, il faut aller voir, de toute façon, allez voir les 16 épisodes, ils sont en libre accès sur YouTube, sur la chaîne de notre producteur qui s'appelle Gédéon Aventure. Et ils sont libres d'accès. Les 16 épisodes vous donneront exactement l'exacte nature de ce qu'on a vécu, hein. Et tout est vrai là-dedans. Il n'y a rien de falsifié. Il n'y a pas d'équipe de télé qui nous a rejoints. On a tout filmé nous-mêmes. C'était moi le pilote de drone. On mettait des GoPros partout sur la charrette. Et quand on est tous à l'image, c'est que la caméra était sur un trépied, que j'avais enclenché le retardateur et que je cours en tous sens pour à la fois mettre
la caméra en amont, puis aller la récupérer une fois que la charrette est passée. Donc non, j'ai fait que courir dans tous les sens. Et dans le sable, c'est fatigant. Voilà, tout n'était pas rose dans cette aventure. Donc tu le montres dans le film, c'est quand même dur de passer à autre chose quand c'était aussi engagé. En plus, quand vous êtes arrivé à la fin de ce périple, on vous fait toute une sorte de cérémonie qui... Voilà, je n'en dis pas plus pour celles et ceux qui découvriront. Même ton fils, à la fin, tu lui demandes alors, c'était quoi cette aventure? Qu'est-ce que tu en penses? Et il dit, bah, ah bah mine de rien, c'était la moitié de ma vie, tous mes souvenirs sont là et oh, c'est assez bluffant. On voit que ta fille, qui est un peu plus grande, parce que ça aussi, on la voit évoluer au fil des années. Comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes... parce qu'il y a eu ce départ de Madagascar où voilà, c'était la séparation avec vos ébus, la séparation avec vos accompagnateurs, avec ce pays, c'était un vrai clap de fin. Comment ça s'est passé votre retour en France? Philae avait 14 ans, elle y aspirait, elle voulait retrouver sa vie d'avant, même si elle s'en souvenait plus, mais elle voulait avoir la normalité d'une petite occidentale, quoi, aller à l'école, avoir des copines, avoir un téléphone, se maquiller, voilà. Donc ça, elle a plongé dedans la tête la première. Ulysse, lui, était plus circonspect, il appréhendait le retour dans un grand bahut avec 250 élèves ou 300 élèves par niveau. Il dit, ah, j'aimerais avoir une petite école à la campagne. Ben, on lui a trouvé ça. Une petite école hors contrat, à 8 km d'ici, pas un feu rouge pour y aller, pas d'embouteillage, et au milieu des champs. Et il était ravi, ils étaient 8 par niveau. Et c'était exactement ce qu'il lui fallait. Puis en 1, 2, 3 ans, il s'est réacclimaté à cette nouvelle normalité. Et maintenant, il est dans un bahut, enfin, il passe son bac et il est dans un bahut comme tout le monde, quoi. Mais là, c'est vrai que les premières semaines ont été bizarres. On se déplaçait dans la maison avec une lampe frontale. On allumait le truc comme ça. On on n'avait pas le réflexe de l'interrupteur, on avait le réflexe de l'interrupteur là. Et on était très bien, hein. Sans électricité, on vivait, puisque c'est ce qu'on avait vécu pendant 4 ans. L'eau, c'était magique. Couler un bain, c'était même pas la peine, on n'osait pas, quoi. Donc, l'eau, on regardait le robinet, c'était magique. Tout était magique, en fait. La privacy, être chez soi, fermer la porte dans sa chambre, c'est un truc de dingue. Tout seul, et faire ce qu'on veut, c'est un truc de dingue. On n'avait pas fait ça pendant 4 ans. Et donc là, on retrouve effectivement notre normalité. Euh, le- 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 les premières courses dans les supermarchés, c'était la panique, l'embarras du choix. Mais quel yaourt choisir? C'est horrible. Il y en a 200. Puis retrouver le confort de son lit, tout ça. Ouais. Non, non, le confort, ouais. Ah, c'est sûr, ouais. Un lit trop moelleux, quoi. Moi, j'ai chopé des torticolis au début. Je savais pas comment dormir sur un lit moelleux, ouais. Ben oui, on dort par terre pendant 4 ans. On a nos routines, quoi. Ouais, la lecture, le temps pour soi. Avoir du temps pour soi, c'est un luxe de dingue. Et pendant 4 ans, on n'a pas vraiment eu de temps pour nous. Même quand on marche, c'est qu'on a du temps, mais il faut il y a la charrette, il faut toujours l'aider, la progression, les enfants, est-ce que tout va bien, qu'est-ce qu'il y a devant, le péril, le machin. On était toujours un peu en tension, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te manque, Madagascar? Ah oui, Madagascar me manque, c'est pour ça que j'ai le projet d'y retourner en octobre prochain et y remarcher avec ma charrette. Ma charrette me manque. Le cloc-cloc, cloc-cloc, cloc-cloc de la charrette me manque. Le pas des ébus, aussi ce nomadisme, cette dynamique. Parce que oui, en fait, vous êtes rentré en 2017-2018, à peu près. 2018, fin 2018, début 2019, ouais. Et depuis, en fait, ça a été quoi? Ça a été voilà, se plonger dans ces récits, le montage? Bah, le montage des 16 épisodes, quand même, c'est un sacré boulot. C'est énorme. Ensuite, l'écriture, les 600 pages, ça prend plus d'1 an à écrire. Et après, il y a tout le travail d'édition et de distribution, puis de promotion. On devrait travailler plus, on devrait faire un album photo, faire un livre pour enfants, on devrait faire tout ça. Je ne dirais pas qu'on n'a pas le temps, on a le temps, mais on ne le prend pas, quoi. Ouais, ouais. En plus, moi, je guide des gens sur le chemin de Saint-Jacques, j'emmène les gens marcher à l'étranger. On a plusieurs casquettes, en fait, on a plusieurs occupations. Une vie d'aventure, de partage et de curiosité toujours. Là, si tu devais choisir 3 mots pour définir Madagascar, 3 mots. Amour, 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 doucement, doucement. Ah, Tsimeti, impossible. Tsimeti. Mais Ataozaimeti. Ataozaimeti, c'est je fais de mon mieux. Je fais ce que je peux, quoi. Donc, je fais de mon mieux, impossible, Et doucement, doucement. et doucement, doucement. Ah non, le premier mot le plus important, Alepha, en avant.
Khalifa. Khalifa. Et est-ce que tu retiens 3 mots pour définir la culture malgache? La prudence. Ah oui, alors là, la prudence. La prudence, le respect et le calme. On n'a jamais vu personne crier sur personne en 4 ans. On n'a pas vu une baston. Et si quelqu'un criait, quelqu'un qui était ivre, c'était le fou du village, et il était toléré pour ça. Mais une vraie colère, avec des gens qui se tapent dessus avec des bâtons, on n'a jamais vu. Donc la violence, elle est, là encore, elle est la nuit, elle est indirecte, et on ne sait jamais qui a commis la violence. Voilà. Mais ne retenons pas ça. Retenons le calme, le respect et la prudence. Ouais. Calme, respect et prudence. J'aime beaucoup. Et en une phrase, c'est quoi pour toi le voyage? La découverte, la curiosité. Les plus beaux pas sont ceux qu'on fait vers les autres. Quelle conclusion. Qui résume aussi très bien ta vie, tes aventures. Et bien évidemment, je mettrai dans la description de l'épisode les liens pour tes livres, pour la chaîne YouTube. Il y a ton site aussi. Eh ben, retrouver les films sur YouTube, c'est surtout ça qui est intéressant. Pour voir en images tout ce que j'ai essayé de vous raconter. Voilà, et tous les épisodes, il y a de quoi faire plutôt que de regarder la dernière série Netflix. Il faut regarder ces épisodes. Ce que je pourrais vous dire, c'est Miarakamnao. Miarakamnai, ça veut dire venez avec nous dans la charrette. Et comment on dit merci beaucoup? Misaocha. Misaucha. Parfait. Eh bien écoute, Misaucha Alexandre, encore merci pour tout et à bientôt j'espère. Simis Safidia, de rien du tout. À bientôt. À Veloum, à bientôt. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.